Alors on a vu que à partir du moment où deux ondes de même amplitude se rencontraient, eh bien, il y avait donc cette formation d'ondes stationnaires. Alors en pratique, comment faire pour faire deux ondes qui se rencontrent de même amplitude? Eh bien, vous pouvez utiliser deux sources identiques, orientées l'une en face de l'autre. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il va falloir les éloigner suffisamment pour que finalement on ait une zone de l'espace dans laquelle l'amplitude variera peu et sera donc la même. Autre possibilité, avec une seule source, mais avec l'utilisation d'un réflecteur. À ce moment-là, l'onde va faire ça, elle va se réfléchir, et à ce moment-là, si vous avez l'onde qui continue à arriver en même temps qu'il y a la réflexion qui se fait, eh bien vous allez avoir ici une zone où vous avez une onde stationnaire, parce que pareil, si le réflecteur est suffisamment loin, eh bien l'onde incidente et l'onde réfléchie vont avoir même amplitude si le réflecteur est un réflecteur parfait. Donc du coup, on a des ondes stationnaires comme ça. Et ce qui fait que si on change la fréquence de la source, eh bien les ondes stationnaires vont elles aussi changer, puisqu'on a vu que donc les ondes stationnaires, ce sont des ondes qui vibrent sur place entre des nœuds, et du coup, la position des nœuds dépend directement de la longueur d'onde. Si on reprend la simulation GeoGebra, donc si je change la fréquence, alors donc je vais faire stop. Alors voilà, donc je change la fréquence, c'est où? C'est là. Alors pardon, je croyais avoir préparé, mais en fait, je n'avais pas enregistré le fichier. Voilà, donc je change la fréquence. Et donc on voit bien que on a toujours une onde stationnaire qui vibre de plus en plus vite. C'est normal, j'augmente la fréquence. Mais surtout aussi avec du coup les nœuds qui sont de plus en plus près les uns des autres. Donc si je diminue la fréquence, voilà, donc les nœuds sont de plus en plus loin. Donc c'est logique puisque la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc si je diminue la fréquence, la longueur d'onde est plus grande, donc la distance entre les nœuds, qui vaut lambda sur 2, est plus grande également. Alors ça va être important pour la suite du cours. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que si j'utilise une source et un réflecteur, j'obtiens des ondes stationnaires, et ce, quelle que soit la fréquence. Simplement, si j'ai des fréquences différentes, eh bien j'aurai des distances entre les nœuds des ondes stationnaires qui seront différentes. Bon. Mais en tout cas, toutes sont possibles. Elles peuvent toutes exister. Et donc ça ne va pas être le cas dans la suite. Pourquoi? Parce que on va se demander ce qui va se passer lorsque je mets un deuxième réflecteur. Donc supposons que nous soyons dans cette situation-là. Deux réflecteurs, donc on a l'onde qui va rebondir à droite, elle va revenir à gauche, puis elle va à nouveau rebondir. Donc vous allez avoir comme ça des allers-retours de l'onde, donc a priori, toujours une onde stationnaire. Mais on va avoir un souci. Le fait qu'il y ait ces deux contraintes, enfin c'est pas un souci d'ailleurs, puisque d'ailleurs tous les instruments de musique vont utiliser ça. En effet, vous prenez par exemple une guitare, et bien une guitare, pour une onde qui se propage le long de la corde, eh bien la guitare présente deux réflecteurs. Ici, parce que l'onde qui va arriver ici
va rebondir à cet endroit, et même chose de l'autre côté, ici. L'onde va rebondir. Donc il y a une double contrainte, ce qui fait que l'onde est obligée de faire des allers-retours le long de la corde. Donc du coup, ici par exemple pour une corde de guitare, eh bien, on va avoir comme ça des allers-retours. Pour une flûte, on va avoir une double contrainte. Bon, voilà. Flûte, en gros. Et bien ici, la double contrainte, elle est ici et ici. Ou si vous n'avez pas posé vos doigts sur les trous, ici. Quelle est cette contrainte pour la flûte? Eh bien, c'est le fait que vous ayez forcément ici la pression atmosphérique et du coup ici aussi. Et donc vous allez avoir l'onde qui va faire des allers-retours entre les points dont la pression est imposée à P0. Alors du coup, ces contraintes, ce sont ce qu'on appelle des conditions limites. C'est-à-dire que vous avez des endroits où la valeur du signal, donc ici c'est la vibration de la corde, ici c'est la vibration de la colonne d'air, eh bien, ont des valeurs qui sont fixées par physiquement la situation. Donc par exemple, si j'appelle pour la corde de guitare ici l'axe Z, si là j'ai 0 et là j'ai donc la longueur de la corde de guitare, eh bien j'ai le signal en Z égale à 0 à n'importe quel instant, et même chose en Z égale L, eh bien ces deux signaux doivent valoir 0 quel que soit l'instant. Ici pour la flûte, on va avoir la même chose pour la pression. Donc une double contrainte. Alors maintenant, en quoi on va, quelle est l'incidence sur les ondes stationnaires? Donc on a dit ces doubles contraintes, ça va introduire un rebond des ondes, donc des ondes qui vont se rencontrer en sens opposé. Donc ça fait penser aux ondes stationnaires qu'on a vues dans la vidéo précédente. Le problème c'est que ça rebondit des deux côtés. Alors ça, est-ce que ça va faire des particularités pour les ondes stationnaires? Eh bien oui, parce que si on reprend la simulation GeoGebra, regardez, supposons que en ce point, le signal doit être forcément nul, et également en ce point, en D et en E. Donc pas de souci, parce que c'est justement une caractéristique des ondes stationnaires, eh bien elles ne se déplacent pas. Donc si à un instant donné, le signal est bien nul en ces deux points, eh bien à un instant ultérieur, ça le restera. Donc on peut imaginer par exemple que là vous avez une contrainte ici, par exemple c'est là où la corde est attachée, puis voilà, donc cette onde stationnaire vérifie bien les deux contraintes. Mais maintenant supposons que la source émette une onde qui ait une fréquence différente. Alors attends, il faut que je stoppe. Eh bien regardez, ici, en E, on a toujours bien... Pourquoi il me l'a enlevé? Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Bref, en E, on a toujours bien un nœud, mais par contre en D, on n'a plus de nœud. Donc ça signifie qu'avec une autre fréquence, eh bien l'onde stationnaire n'est pas adaptée aux doubles contraintes. Et donc, ça veut dire que si elle n'est pas adaptée, eh bien, c'est qu'elle ne peut pas exister, parce que les contraintes, elles sont là. Vous ne pouvez pas avoir une corde qui vibre
alors qu'elle est attachée à cet endroit-là. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas observer cette onde stationnaire dans la corde. Et donc en fait, la double contrainte, eh bien, elle va sélectionner les seules ondes stationnaires qui correspondent aux contraintes, c'est-à-dire dont les nœuds, par exemple, vont être aux endroits où sont les contraintes. Alors explicitons ça avec la corde de guitare. Donc prenons ici les deux endroits où la corde est accrochée. Donc ça veut dire que la corde ici, elle a comme contrainte d'avoir ici un signal nul et ici un signal nul, une vibration nulle de la corde. Donc quelles sont les ondes stationnaires qui permettent d'avoir ces deux contraintes qui sont vérifiées? Eh bien la première, c'est celle-ci, c'est l'onde stationnaire qui présente deux nœuds au niveau des deux contraintes. Donc ici, on a un nœud là et un nœud là. Et l'onde stationnaire vibre comme ça entre ces deux nœuds. Donc nickel. Donc ça veut dire que ici, les deux nœuds avec cette onde stationnaire sont séparés de la distance L qui correspond à la longueur de la corde. Mais il y a d'autres possibilités. Par contre, je ne peux pas mettre le second nœud n'importe où. Parce que cette onde stationnaire-là, eh bien, au cours du temps, elle devrait faire ça. Donc là, j'ai pris une autre onde stationnaire avec une autre longueur d'onde, et donc les deux nœuds qui ne sont pas situés au même endroit. Donc pour ce nœud-là, c'est bon, mais par contre, pour ce nœud-là, c'est pas bon. Là, on aurait la corde qui vibre ici, alors qu'elle est accrochée. Donc, voilà ce que j'essaie de vous expliquer avec GeoGebra. Ici, cette onde stationnaire-là ne peut pas exister dans la corde. C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y en ait une autre? Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il faut qu'on ait un nœud. Et du coup, ici aussi. Mais si ici, c'est le troisième nœud et non pas le deuxième, ça veut dire que à équidistance, je vais avoir un autre nœud ici. Alors ça, est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Ici, la corde peut vibrer de cette manière-là, sans problème, puisque les deux contraintes sont bien vérifiées. Et donc là, au lieu d'avoir un mouvement d'ensemble comme ça, eh bien on va avoir un mouvement comme ça, avec le haut de la corde qui vibre, avec un déphasage de pi par rapport au bas de la corde. Donc ça danse un peu comme ça. Donc cette onde stationnaire est possible. Et du coup, ici on voit que eh bien, la distance entre deux nœuds, ce n'est plus la longueur de la corde, mais c'est la moitié de la longueur de la corde. Et du coup, on pourrait continuer comme ça. On peut imaginer, par exemple... Attends, j'ai raté mon... Hop. Bon, alors j'ai raté un peu mon schéma, bon, c'est pas grave. C'est l'idée qui compte. Eh bien, on peut imaginer une onde stationnaire dont les nœuds sont répartis comme ça, de telle sorte que, eh bien, à chaque instant, au niveau des contraintes, on ait bien un signal qui soit tout le temps nul. Et là, à ce moment-là, on aura eh bien, la distance entre deux nœuds qui vaudra L sur 4. Voilà, donc tout ça pour dire que quand il y a deux contraintes, que l'onde par exemple est forcément nulle en 2 points, mais c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas que ça comme possibilité, eh bien, il peut exister des ondes stationnaires
mais pas toutes. Vous avez une sélection des ondes stationnaires possibles. L'ensemble des ondes stationnaires qui peut exister, eh bien, c'est l'ensemble d'ondes stationnaires qui présentent des nœuds au niveau des contraintes. Alors, bon, bah ça y est, je l'ai fait ici. Or, c'est ça qui va être important, la distance entre deux nœuds, eh bien, elle est reliée à la longueur d'onde. La distance entre deux nœuds, c'est la longueur d'onde sur 2, c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque onde stationnaire qui peut exister dans la corde, eh bien, correspond à une longueur d'onde précise. Pour la première, eh bien, on voit que ici, lambda sur 2 égale L. Donc ça veut dire que ça va être l'onde stationnaire dont la longueur d'onde vaut 2L. Ici, lambda sur 2 vaut L sur 2. Donc cette onde stationnaire aura une longueur d'onde qui vaut L. Ici, c'est lambda égale L sur 2, etc., etc. Donc chaque onde stationnaire va avoir une longueur d'onde qui va dépendre du nombre de nœuds et de la longueur de la corde. Donc ça, on peut le traduire mathématiquement. Donc il faut que la longueur de la corde corresponde à un nombre entier de fois la distance entre des nœuds. Or, la distance entre deux nœuds, c'est lambda sur 2. Donc la condition pour qu'une onde stationnaire puisse exister dans la corde, c'est que eh bien, la longueur d'onde soit telle que eh bien, elle vale 2L sur un nombre entier. Toutes les ondes stationnaires dont la longueur d'onde vaut 2L sur un nombre entier sont possibles dans la corde. Du coup, on peut traduire ça en termes de fréquence, vu que la longueur d'onde, c'est la vitesse de la célérité de l'onde sur la fréquence, et donc la fréquence, c'est la célérité sur la longueur d'onde. Eh bien, on en déduit en inversant. Donc ça fait C sur Fn est égal à 2L sur N. Et donc on obtient Fn qui est égal à Nc sur 2L. Donc les seules ondes stationnaires qui peuvent exister dans la corde, ce sont celles dont la fréquence est Nc sur 2L. Alors attention, juste une remarque, C, ce n'est pas la vitesse du son dans l'air forcément. C, c'est bien la célérité de l'onde eh bien, qui rebondit entre les deux contraintes. Ce qui fait que pour la corde de guitare, eh bien, ce n'est pas du tout la célérité de l'onde sonore dans l'air. C'est la célérité de la vibration le long de la corde, et qui va être différente de celle du son dans l'air. Alors, donc maintenant on a compris que quand il y a deux contraintes, il n'y a que certaines ondes stationnaires qui peuvent exister. Maintenant, si on généralise ça pour un instrument, eh bien, ça veut donc dire qu'un instrument, en tout cas par exemple ici une corde de guitare, eh bien, ne va être capable de vibrer qu'avec certaines fréquences. Eh bien, ces fréquences, c'est un nombre entier de fois une première fréquence, qui est, comme on l'a déjà vu avec les spectres, le fondamental, qui est C sur 2L. Donc les seules fréquences qui peuvent exister et donc qui vont être émises par une corde de guitare, eh bien, ce sont les fréquences telles que eh bien, c'est N fois la fréquence fondamentale de la corde qui est C sur 2L. Donc c'est la plus petite fréquence possible qui existe dans la corde. Du coup, si vous faites le spectre, eh bien, on se retrouve avec effectivement un spectre comme ça, etc., avec F1 qui est C sur 2L. Du coup, si vous voulez changer la note émise par un instrument de musique, eh bien, vous pouvez jouer sur deux choses. Soit la vitesse de propagation de l'onde, donc de la vibration,
ou alors la longueur entre les deux contraintes. Donc pour une corde de guitare, vous pouvez jouer sur les deux sans aucun problème. Donc là, voilà la fréquence qu'on entend. Si je change la longueur, donc par exemple, j'appuie ici, et du coup ça me change la contrainte, désormais elle est là, et non plus tout en haut, et donc j'ai diminué la longueur entre les deux contraintes. Donc j'ai diminué L, ce qui fait augmenter F. Donc effectivement, j'ai bien un son qui est plus aigu. L'autre manière de changer la fréquence, eh bien, c'est je vais jouer sur la vitesse de propagation de l'onde. Et ça, c'est possible en changeant la tension de la corde. Donc si je tends plus fort la corde, je ne suis pas sûr dans quel sens je suis en train de faire. Là, je pense que je tends. Donc je continue à tendre. On entend que le son est plus aigu. Donc ça c'est normal parce que plus je tends, plus l'onde va aller vite et donc plus la fréquence va être élevée. Dans une flûte, eh bien même chose, vous pouvez contrôler, enfin non pas même chose pardon, vous ne pouvez contrôler que la longueur. Donc avec vos doigts en fait, vous appuyez sur les trous et du coup vous changez la longueur de la vibration de la colonne d'air qui vibre, parce que du coup la colonne d'air elle sera entre donc là où il y a le premier trou et là où il y aura le premier trou non bouché. Donc ça permet de jouer les différentes notes. Et alors malheureusement, il y a l'autre paramètre du coup qui joue, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Et ça va dépendre de plein de paramètres. Ça va dépendre de la température de l'air, ça va dépendre du taux d'humidité. Et donc c'est pour ça que les gens qui jouent des instruments à vent, en fait, ils sont obligés d'arriver tôt dans la salle de concert pour qu'en fait, l'instrument, il prenne bien l'humidité de la pièce et surtout la température. Par exemple, en hiver, quand on vient de dehors. Parce que sinon, ça veut dire que si la personne vient juste d'arriver de dehors pour jouer, eh bien, au fur et à mesure du concert, eh bien, l'instrument va se réchauffer et du coup, il ne sera plus accordé. Parce que du coup, toutes les fréquences vont se décaler en fonction de la température. Voilà donc pour cette explication de comment fonctionnent les instruments.